Yoshino, modèle 861, célèbre amplificateur de la marque britannique, reconnu pour la qualité et l'originalité de ses réalisations. Appareil nous ayant été confié à cause d'un tube qui aurait rougi et ne produisant plus du tout de signal, voire ne s'allumant plus. La particularité de cet appareil étant l'emploi pour les tâches de sortie de tubes provenant de l'industrie audiovisuelle, dans la mesure où on emploie des tubes qui étaient présents dans les anciennes télés des années 70 et du début des années 80. Cet appareil précis ayant été modifié pour recevoir des PL519 beaucoup plus courantes à la place des EL installés à l'origine. Donc on a déjà un appareil qui a un passif et qui a subi des modifications. On va donc examiner. Il semblerait qu'il s'agisse d'un appareil qui a déjà été vérifié, voire modifié. Il y a de l'adhésif sur les condensateurs qui eux-mêmes d'ailleurs semblent ne pas exactement correspondre au marquage que le constructeur a prévu sur le PCB. Des résistances qui ont chauffé, qui semblent être des résistances fusibles, et aussi des pistes qui ont été grattées entre les broches des supports de tubes, ce qui laisse penser qu'il y a eu un amorçage. On fait ça généralement pour retirer la suie provoquée par les étincelles de ces amorçages. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les vis plates, ouais, ça a été bricolé, hein. Ah ouais, ça a été repercé et tout, quel enfer. Ah, pour sortir les tubes là, on s'amuse. Alors 2 PL519 qui ont l'air d'avoir quand même pas mal servi. On voit qu'il y a une formation de suie à l'intérieur. Ça peut indiquer que le tube a vraiment beaucoup d'heures de vol. On est en lieu de se demander si c'est pas des tubes d'occasion qui ont été montés dedans. J'imagine que la mesure au lampmètre va vraiment nous donner une idée vraiment précise de ce qui a pu se passer. Ensuite, là, je constate au niveau des protections qu'en fait, ils ont passé l'anode à travers un espèce d'anneau en aluminium. Enfin, c'est un appareil qui a vraiment subi une modification importante. Et je suis en lieu de me demander si ça n'a peut-être pas été justement bâclé ou peut-être pas fait dans les règles de l'art. Donc voilà, là. C'est vraiment curieux. Genre, ce montage-là, c'est assez inhabituel. J'ai jamais vu ça dans ces appareils. Ouais, sur les deux. Voilà. Voilà. Hop, on pose ça délicatement. Et on va aller mesurer. Bien qu'étant assez joliment réalisé, Ça va pas. on a sur cet appareil ce qui s'apparente à des espaceurs en fait qui vont venir relever la cage qui garde le tube avec vraisemblablement un pâton de colle ou de mastic pour le stabiliser, peut-être pour éviter les vibrations. Même si la gaine du fil est en téflon, on a à peu près 500 volts qui passent par l'anode quand l'appareil est allumé, que le tube n'est pas chaud avant que le tube se mette à consommer cette énergie quand le filament chauffe. Moi, j'aurais tendance à déconseiller, et je pense que mes confrères seront aussi d'accord avec ça, pour faire passer autant d'électricité, autant de tension, aussi proche d'un point de masse. Et je pense finalement que la mesure des tubes va révéler que les tubes sont peut-être bons, et que c'était peut-être un amorçage en fait, qui a amené un court-circuit par rapport au fait que notre anode passe aussi près d'un point de masse. Voilà, ça c'est quelque chose qui est à éviter, que je vais retirer. Hein.
Alors sur le schéma, sur la documentation technique de la PL519, on a toutes les électrodes qui sont numérotées. Mais maintenant, le but du jeu, ça va être de savoir si le disque qui s'intercale entre mon analyseur de lampe a le même numéro de brochage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller mesurer la continuité entre les plots sur l'analyseur directement pour savoir si, sur le schéma que je suis en train de relever, on a une correspondance par rapport au numéro des broches. Est-ce que je peux appliquer directement le truc ou est-ce qu'il faut que vraiment je fasse une correspondance manuelle? Vous êtes ici. Donc voilà, là on sait que c'est la 1, la 2, ah, la 3. Ah non, la 3 elle est sur l'anode. Et non, même pas, tu vois. Ah si, elle est là parce que j'ai retiré le fusible. La 3, donc la 4 ici. Ouais, donc on sait que ça correspond. On sait que ça correspond, donc on peut faire confiance au diagramme qui est là. On utilise un analyseur de lampe, plus communément appelé lampe-mètre, Metrix U61, qui est un appareil qui a été conçu pour être des plus polyvalents et qui va utiliser ce genre de disque qui va venir s'intercaler entre le tube et l'appareil de cette manière et qui va ensuite devoir être configuré par le biais de combinaisons qui sont ici, qui sont à reporter sur cette matrice de sélecteur qui va faire correspondre les électrodes avec les bonnes broches du tube. Électrodes qui sont elles-mêmes débrochables quand on mesure un tube qui est hors gabarit, parce que là ça ne monte qu'à 100 mA. Là où une KT120, ce que je faisais la dernière fois que je m'en suis servi, monte à plus de 100 mA. C'est pour ça que je l'ai dérouté sur 1 ampère-mètre. L'idée, c'est que cet appareil va nous proposer des informations comme l'intensité des grilles. Ça, c'est très important parce que ça nous permet d'appréhender le comportement d'un tube en régime variable et d'avoir vraiment une information précise sur la longévité à venir du tube. J'ai supposé par erreur que le brochage était identique. Pas du tout. On est sur quelque chose de différent sur la PL519. Et en plus de ça, deuxième erreur, on n'est pas sur du 12 volts comme les PL34, 12,6. On est sur du 40 volts. Donc j'aimerais déjà comprendre comment les tubes dans cet ampli sont chauffés. Soit on a un enroulement spécifique au niveau du transfo, soit on a un montage en série avec une chutrice, une résistance chutrice. Enfin, c'est quelque chose que je n'ai pas encore compris là. Il va falloir que je regarde vraiment la manière dont c'est fait. En tout cas, je compte sur la disponibilité de ces tubes et on passera donc à la prochaine étape qui est donc la configuration et la mesure. Vu que ce tube n'est pas disponible dans les nomenclatures, on va reporter les broches avec leur numéro sur donc notre note sélecteur ici. J'ai dû débrocher une des grilles, une des électrodes parce qu'il faut calibrer avec une résistance, hein, c'est marqué dans la doc, c'est juste par là. Et ensuite, notre courbe de mesure qui est là, qui va nous permettre donc d'estimer à partir de quel niveau de commande le tube est sain. Donc pour un tube déjà qui est monté dessus et qui est sain, on peut constater que on a 100 mA pile poil pour une commande qui est à moins 35. C'est exactement la valeur qui est attendue quand on lit ici. C'est-à-dire que quand on est à moins 35, on arrive là, cette courbe-là qui est la courbe IA, donc l'intensité de l'anode, on est vraiment pile poil. Donc ça veut dire que ce tube, malgré son apparence qui peut laisser présager que c'est un tube qui a beaucoup fonctionné, ben, est sain finalement. Et je vais donc mesurer un par un les autres tubes pour savoir exactement ce qu'il en est. Pour ce tube-là, on a une consommation qui est plutôt normale au niveau des grilles. On est entre 2 et 3 mA. Par contre, on a 18 mA sur l'anode pour une commande à moins 35. Ce qui veut dire que lui, il est complètement dans les choux et il faut le remplacer. C'est probablement celui qui a rougi. Là, on a un autre tube qui donne des valeurs erronées, qui mesure, qui monte qu'à 49-50 mA, mais qui m'a un petit peu affolé toutes les aiguilles là, dans la mesure où on a vraiment des électrodes, une consommation qui évolue. Là, on le voit, hein, c'est vraiment pas stable. Je pense que celui-ci, il est en train de claquer, il est en fin de vie. Et ça aussi, monter un appareil, monter un tube comme ça dans un ampli à lampe, ça va vraiment poser problème. Ça, c'est un tube qu'il faut exclure du lot aussi. Et donc le dernier tube là, hein, qui monte tranquillement sur ses 100 mA au fur et à mesure qu'il chauffe, qui lui aussi est bon. Donc voilà, il va falloir trouver au moins une paire
de PL519 ou équivalent pour pouvoir au moins faire une remise en service et diagnostiquer que l'appareil peut au moins fonctionner. On va essayer de trouver là-dedans des tubes qui sont viables encore en les mesurant, hein. C'est des tubes de récup, mais ils sont au moins dans le même état que ceux qu'il y a déjà de monter sur l'appareil. Et ensuite, on essaiera avec des tubes neufs qui sont là pour s'assurer que le produit est viable. C'est un enroulement spécifique du transformateur d'alimentation ici qui alimente les tubes en alternatif et en parallèle qui leur permet de s'allumer. C'est un enroulement qui ne communique pas avec l'enroulement du primaire, donc ce n'est pas en phase. C'est donc un transformateur spécifique pour ces tubes là qui a été choisi par le constructeur, ce qui est plutôt une bonne idée je trouve, bien que assez curieusement l'appareil stipule que ce soit du EL519, typiquement le truc à l'anglaise, c'est-à-dire que si les tubes pètent, et bien du coup on passe du PL à la EL et la EL elle va recevoir 40 volts au lieu de 6 volts. Et bien voilà, ça va flinguer l'appareil. Vous êtes des Bref, pauvres mecs. on va démonter les cartes qui reçoivent les tubes. On va vérifier que toutes les résistances de grille et ce qu'on appelle l'électronique de proximité est bonne. On va injecter une tension pour voir qu'on n'a pas de court-circuit au niveau des condensateurs de filtrage du secondaire à lime. Et on va procéder à une mise en route. Ok. On voit que l'assemblage, ça laisse un peu à désirer J'ai finalement. rien vu. Il y a des vis-piliers qui restent, d'autres non. Je suis un peu dubitatif pour le coup là. Je sais pas si ça a mal été resserré. Je vois que les vis elles sont foirées. J'espère que l'appareil a été trafiqué parce que si c'est comme ça d'origine, ça craint. Ok, 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 ok. Bon, étant donné que l'électronique de proximité est bonne et que l'appareil semble plutôt sain, je pense qu'on était simplement sur un problème de tubes de sortie qui ont claqué. Je vais donc procéder au remontage et à la remise en route. Et je suis convaincu que l'appareil fonctionnera à nouveau. Par contre, je vais retirer ces anneaux là parce que c'est vraiment pas bon ça. Je me dis que c'est de la confiture donnée à du cochon. Ah ouais, ils sont allés casser ils sont allés découper le boîtier quoi. Enfin, ils sont allés découper les œillets qui permettent de maintenir le panier sur le châssis, n'importe quoi. Ah ouais, c'est pas joli hein. Ok, les autres ils sont partis tout seuls. Je me retrouve avec 4 jolis centreurs de jantes. Voilà, je vais rendre au client. Ils ont dû se donner de la peine en plus pour faire ça.
Ok. 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 Celui-là, il y a une goutte d'étain qui s'est mise dedans. Il va falloir la faire fondre. Il va falloir le taper pour faire ressortir parce que sinon il va dépasser, ça va pas être beau. Ouais, ça va être compliqué à refaire. Ah ok, ça va. Voilà, ça vient. Parfait. Pas parfait. Je vais le sortir, je vais le nettoyer comme il faut lui. C'est un coup à ce que quand on le monte sur le tube, ça serre trop l'électrode de l'anode et ça la casse. C'est quelque chose que j'ai déjà vu et vu le prix qu'ils valent ces tubes, il vaut mieux éviter. Ta mère.
C'est une victoire à nouveau. Il ne me reste plus qu'à commander un jeu de tube neuf et à restituer cet appareil à son propriétaire pour qu'il puisse en profiter, je l'espère, le plus longtemps possible. Je vous remercie, merci de nous suivre et je vous dis à très vite.